Bonjour et bienvenue. Alors, on va se poser une question aujourd'hui, une idée assez fascinante. Et si ce bon vieux tableau périodique des éléments, celui qu'on a à tous appris, cachait en fait un code mathématique, une sorte d'architecture quantique qui gouvernerait la matière elle-même? En gros, est-ce que ce tableau, c'est juste une sorte de catalogue, un rangement pratique qu'on a assemblé au fur et à mesure des découvertes, ou bien est-ce que c'est bien plus que ça? Est-ce que ça révèle une loi fondamentale, un peu comme le plan d'architecte de l'univers? Alors regardez, d'un côté on a le tableau qu'on connaît, celui qui est né d'observation, d'expérience, et de l'autre on voit une vision complètement différente, une structure géométrique, presque cristalline. C'est ça l'idée centrale. Et si l'ordre des éléments n'était pas juste le fruit du hasard, mais qu'il suivait en réalité une logique numérique hyper stricte, et donc qu'on pourrait prédire? Ça nous amène à notre première partie. On va partir à la recherche de ce fameux code qui serait caché au cœur de la chimie. Petit rappel quand même. Le point de départ, c'est le travail de génie de Dmitri Mendeleïev. Lui, il a pris les éléments et les a organisés selon leurs propriétés, leur masse atomique. Un boulot de titan, entièrement basé sur l'observation. Et ce qui est incroyable, c'est que ce tableau est tellement bien fait qu'il a même permis de prédire l'existence d'éléments qu'on n'avait pas encore découverts. Ok, mais la question qu'on explore aujourd'hui, elle va plus loin. Et si cet ordre, justement, n'était pas juste un résultat d'observation hyper intelligente? Et si c'était la conséquence pure et simple d'une règle mathématique? D'un modèle, en fait, qui serait complètement déterministe? Allez, on passe maintenant à ce qui serait la clé de tout ce mystère. C'est une idée que les sources qu'on analyse aujourd'hui appellent le moteur symétrique. Et la voilà. C'est l'équation qui est au cœur de toute cette théorie. Elle a été proposée par un chercheur, Jean-Claude Pérez, qui l'appelle l'équation générique de Mendeleïev. Et attention, la promesse est énorme. Cette formule, qui a l'air toute simple, contiendrait le plan de construction de tout le tableau périodique. Pas seulement le connu, mais aussi l'inconnu. Bon, on va la décortiquer un peu. En vrai, c'est plus simple que ça en a l'air. Epsi P, c'est juste le nombre d'éléments qu'on cherche. P, c'est le numéro de la ligne, la période, 1, 2, 3, etc. Le chiffre 2, on le voit partout, c'est la clé de la symétrie, on y reviendra. Et enfin, il y a cet opérateur un peu bizarre, int, pour partie entière, et lui, il joue un rôle absolument crucial. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc int? C'est tout bête. Ça prend un nombre à virgule et ça jette tout ce qui est après la virgule. La partie entière de 3,14, eh bien c'est 3. C'est aussi simple que ça. Et dans ce modèle, cette fonction est hyper importante, parce que c'est elle qui vient créer une petite rupture, une asymétrie. Et c'est cette asymétrie qui serait nécessaire pour que la matière devienne complexe comme on la connaît. Et là, visuellement, ça donne ça. D'un côté, le chiffre 2, qui est le moteur de la symétrie parfaite, il voudrait que tout grandisse en paire de façon idéale, et de l'autre, on a notre opérateur 1 qui vient casser cette perfection pour créer des sortes de marches d'escalier, des paliers. C'est ce qui permet au tableau de se construire couche par couche. On a donc un équilibre super intéressant entre une symétrie parfaite et une asymétrie qui est en fait indispensable. Bon, une belle théorie sur le papier, c'est sympa. Mais est-ce que ça marche en vrai? Pour le savoir, on va faire un peu de rétro-ingénierie. On va voir si le modèle colle à ce qu'on connaît déjà. Et c'est là que ça devient assez bluffant. On prend la formule, on l'applique aux 7 lignes du tableau qu'on connaît. Allons-y. Pour la première période, le calcul donne 2 éléments. C'est bon, pour les périodes 2 et 3, on obtient 8 éléments. Ça colle. Pour les périodes 4 et 5, 18. Parfait. Et pour les périodes 6 et 7, 32. Ça marche à chaque fois. La correspondance est parfaite. Il n'y a pas une seule exception. D'ailleurs, il y a une citation de Nikola Tesla dans les sources qu'on analyse qui illustre bien l'esprit de cette démarche. En gros, l'idée, ce n'est pas forcément d'avoir un résultat immédiat, mais de poser les fondations pour ceux qui viendront plus tard, de montrer le chemin. Ok, donc vérifier que ça marche pour le passé, c'est une étape cruciale. Mais le vrai test pour une théorie comme celle-ci, c'est sa capacité à prédire le futur. Alors allons voir ce qu'elle nous dit sur ce qui n'a pas encore été découvert. Pour bien comprendre, il faut savoir qu'aujourd'hui, le monde de la chimie s'arrête plus ou moins à la 7e ligne du tableau avec l'élément 118, l'oganesson. Tout ce qui vient après, c'est le domaine des éléments super lourds, des trucs hyper instables, radioactifs. En gros, c'est la limite de ce qu'on sait faire et observer. Sauf que, voilà le truc, la formule, elle s'en fiche de cette frontière. Elle ne s'arrête pas, elle continue de dérouler sa logique mathématique et elle prédit l'existence de plein de nouvelles couches d'éléments, bien au-delà de ce qu'on connaît. Et c'est ça que les sources appellent l'horizon théorique. Et là, il faut s'accrocher, parce que l'échelle des prédictions devient vertigineuse. Jetez un œil. Les périodes 8 et 9 auraient 50 éléments chacune. Ok. Les périodes 10 et 11, on passe à 72. La croissance continue comme ça, toujours par paire, jusqu'à prédire, par exemple, 162 éléments pour les périodes 16 et 17, ou même 800 éléments pour les périodes 38 et 39. On n'est plus du tout dans le même monde.
Alors, pour que ce soit un peu plus concret, les sources parlent d'éléments virtuels. C'est un concept. On voit par exemple cet élément hypothétique, l'éther, avec le numéro atomique 126. Attention, c'est bien une illustration théorique. Mais ce que le modèle prétend, c'est qu'on pourrait, grâce à la formule, déduire les propriétés quantiques, et donc la chimie, de ces éléments, avant même de les avoir découverts. Bon, cette expansion, elle est tellement massive qu'elle nous oblige à repenser complètement la forme du tableau. Et ça, c'est notre dernière partie. Le passage à une vision de la matière comme une sorte de plan cristallin. Logiquement, avec une croissance pareille, la vieille grille en 2D ne tient plus la route, elle devient complètement dépassée. Pour arriver à visualiser cette expansion qui se fait de manière symétrique, le modèle, en fait, il a besoin de passer à la 3D. C'est l'espace atomique lui-même qui doit être repensé. Et voilà à quoi ça pourrait ressembler. Il y a deux propositions. D'un côté, le modèle X, qui est une structure très pure, très géométrique, basée sur cette double symétrie, et de l'autre, le modèle K, qui est présenté comme étant un peu plus réaliste. Pourquoi ? Parce qu'il essaie de faire le lien entre cette nouvelle vision en 3D et le classement en colonnes que tous les chimistes connaissent. Les nouveaux atomes viendraient simplement remplir des cases à l'intérieur de la structure. Et tout ça nous amène à cette image finale, qui résume un peu tout. L'idée, au fond, c'est de ne plus voir le tableau de Mendeleïev comme un simple outil de classement, mais comme la manifestation visible d'un cristal quantique. Une structure immense qui, depuis l'hydrogène jusqu'aux éléments les plus lointains qu'on puisse imaginer, serait entièrement construite sur la symétrie dictée par ce fameux chiffre 2. Du coup, pour conclure, la question qui reste en suspens et que soulève ce modèle est assez fondamentale. La matière, tout ce qui nous compose, est-ce que c'est le fruit d'un hasard, de découvertes empiriques, ou est-ce que ça obéit à un code, un programme déterministe qui est là et qui attend juste qu'on finisse de le déchiffrer ?